Alors bien sûr, une bibliothèque filmothèque s'actualise régulièrement, vous le savez. Alors permettez-moi de vous dire, au nom de toute l'Académie de Saintonge, et sans fausse modestie, que vous avez entre les mains sans doute l'outil idéal, la brochure de l'Académie, qui vous montre, voilà, c'est la brochure de l'Académie, avec son palmarès et les travaux des académiciens qui sont mentionnés, vous apporte en quelques pages un panorama, cette fois-ci un panorama annuel des réalisations et des publications intéressantes. Cette brochure, elle existe depuis une dizaine d'années. Elle avait été créée par mon prédécesseur, François-Julien Lapouillère, et tous ces numéros sont déposés à la Bibliothèque nationale. Sa lecture vous permettra également de faire mentir un adage qu'on se répète souvent entre académiciens lors de nos réunions, un adage qui est bien connu, qui n'est pas uniquement mentionné à l'Académie, mais qui nous est d'un grand usage, qui est « nul n'est prophète en son pays ». Et c'est vrai que c'est souvent dans une revue internationale, un colloque, que l'un d'entre nous découvre des recherches ou des réalisations d'un Charentais d'exception, que le monde nous envie et que nous croisons parfois, nous, au marché, sur la place de l'église, sans penser à la chance que nous avons de connaître quelqu'un de si bien. Ainsi, lors de l'inauguration d'une exposition que je visitais avec une amie il y a quelques mois, nous avons partagé nos impressions avec un autre visiteur, disert, érudit, passionnant, et le brouhaha commun à ce genre de manifestation ne m'avait pas permis de comprendre son nom. Alors après son départ, j'ai demandé à mon amie de qui il s'agissait, et elle m'a fait cette réponse tout à fait charmante et finalement bien charentaise. Mais Marie-Dominique, tu sais très bien qui c'est le fils de Madame Intel. Alors je ne vais pas vous dire son vrai nom, participation, et puis parce que ce monsieur, qui est tout à fait le fils d'une dame de grande qualité, ce monsieur, par ses travaux et réalisations, s'est aussi taillé une renommée personnelle, internationale, et qu'il est d'ailleurs aujourd'hui, alors à vous de deviner, l'un des lauréats de l'Académie de Saintonge, l'un des lauréats de ce palmarès 2008. S'il se reconnaît, je le prie de transmettre à sa maman les amitiés de l'Académie de Saintonge, et puis tous nos remerciements pour nous avoir rappelé par cette anecdote que la manière de parenté un petit peu désinvolte qui nous unit entre Charentais ne doit jamais nous faire oublier de saluer, comme il le mérite, les nombreux talents qui prennent naissance dans notre belle Saintonge. Merci. Nous allons passer donc, je sais que vous êtes impatients, à notre palmarès 2008, et nous allons commencer par le prix de la ville de Saintes. Je vais demander à monsieur le maire de se joindre à nous. Le prix de la ville de Saintes qui va être remis par un académicien, il s'agit de Jean-Louis Lucet, et il est attribué à un chœur, un très joli chœur, au chœur ici là-bas, sous la direction de Manuel Collet. Jean-Louis, si vous voulez. Je vais envoyer le micro là-bas, voilà. Et la médaille. Comme monsieur le maire va remettre effectivement. Monsieur le maire, voilà, vous allez avec Jean-Louis. Ah oui, vous surveillez, oui, vous surveillez. Donc vous alliez au micro là-bas, et Manuel Collet. Voilà. Si vous, Manuel Collet, si vous voulez bien. Voilà, monsieur Collet. On vous entend? Monsieur le maire de Saintes. Attendez, on ne vous entend pas. Merci. Monsieur le maire de Saintes, madame la directrice de l'Académie de Saintonge, mesdames, messieurs, chers amis, c'est un très grand et très agréable honneur pour notre Académie d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Manuel Collet et le chœur d'enfants et d'adolescents ici là-bas, chœur créé et dirigé par Emmanuel Collet. Le chœur ici là-bas est la réalisation concrète d'un projet d'éducation artistique originale par la pratique de l'art choral en lien avec l'expression corporelle, l'expression théâtrale et la pratique instrumentale. Son objectif principal est de permettre à des enfants motivés de bénéficier d'une formation musicale et vocale de qualité
afin d'encourager par les concerts, les rencontres, les échanges avec des groupes régionaux, nationaux ou internationaux, une pratique chorale d'excellence au sein d'un projet artistique original. Le chœur ici là-bas est composé d'une quarantaine d'enfants et d'adolescents de 6 à 16 ans. Il est résolument tourné vers la création et la recherche de nouvelles formes de représentation. Le répertoire original proposé par le chœur se compose de créations et de musique du monde savante et populaire, toujours réécrites, réarrangées pour le chœur, avec une grande exigence de justesse stylistique. Fortement ancré sur le territoire local, le chœur ici là-bas a aussi vocation à partir à la rencontre d'autres chœurs d'enfants. C'est ainsi qu'en 2008, le chœur ici là-bas a organisé à l'abbaye aux Dames une rencontre européenne de chœurs d'enfants, contribuant ainsi à la notoriété internationale de notre ville, la ville de Saintes, vouée en large partie à la musique. C'est donc avec un très grand plaisir que nous allons remettre ce prix à Manuel Collet, au chœur d'enfants, qui illustre si bien la vocation artistique de notre ville. Et je laisserai le soin à Monsieur le maire de remettre la médaille de la ville de Saintes, naturellement, à Manuel Collet. Monsieur Collet, le maire de Saintes, est particulièrement honoré de cette récompense, et je suis heureux de vous remettre la médaille de Saintes. Je pense que vous illustrez la vocation contemporaine de notre ville pour la musique et le chant. Merci beaucoup. Je suis donc très touché. Au nom surtout des enfants, je suis très touché de cette remise. Je voudrais préciser quelques petits points concernant ici là-bas. C'est que d'abord, ici là-bas, c'est une petite partie d'un plus grand ensemble qui s'appelle Voix d'enfance, Voix avec un E, Voix d'enfance, qui est un projet de développement des pratiques collectives, vocales collectives des enfants, porté par l'abbaye aux Dames, et qui a pour vocation le développement donc de ces pratiques. Le développement de ces pratiques de plusieurs manières. Premièrement, par le développement des chœurs d'enfants eux-mêmes, évidemment. Donc ça veut dire un gros partenariat avec l'éducation nationale, et un gros partenariat de fait avec le conservatoire aussi, le conservatoire de la ville de Saintes. Et puis aussi le développement des professionnels de l'enfance ou de la petite enfance qui ne sont pas forcément musiciens professionnels. Par exemple, une activité qui a lieu depuis 4 ans maintenant à la maternité, où on propose une activité chantante, un groupe chantant aux mamans qui sont sur le point d'accoucher ou qui ont déjà accouché d'ailleurs, avec une formation des sages-femmes en parallèle, ou avec toute une formation avec les assistantes maternelles de la ville de Saintes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les nounous, voilà, qui reçoivent un enseignement technique et puis de répertoire chanté. Tout ça pour simplement dire que le chant n'est pas peut-être une discipline spécialisée, mais aussi une discipline populaire, universelle de société, et qui, peut-être depuis une dizaine, vingtaine d'années, a subi, sur le plan en tout cas familial, quelques dommages par l'arrivée des médias radio et télévision, pour ne citer que celle-là. Et voilà, donc l'idée c'est de reconstruire ce schéma-là et cette filiation-là, cette chose intergénérationnelle qui me paraît vraiment très très importante.
Et le deuxième volet de Voix d'enfance, c'est la formation de musiciens professionnels. Donc il s'agit pas seulement de formation, d'ailleurs, il s'agit par exemple de coordonner au sein du conservatoire des actions, des activités, ou alors de proposer un atelier de composition musicale à des jeunes compositeurs ou des jeunes musiciens en cours de professionnalisation autour de donc, la composition pour chœur d'enfants, d'une façon très spécifique, autour de la poésie contemporaine. Voilà, ça c'est des choses qui nous semblent particulièrement... C'est trop long. C'est trop long. Donc j'ai filmé. Voilà, mais ça c'est... Voilà, c'est une façon de servir le public, quoi. Voilà. Donc, maintenant, nous allons illustrer tous ces propos par de la musique. C'est quand même... Hein? C'est mieux comme ça. Voilà. Donc, pour ce faire, une toute petite minute, pour ce faire, nous allons vous interpréter des tout petits extraits d'un cycle qui s'appelle Un chemin sort de mes pieds, qui est un cycle que j'ai écrit sur des poèmes de Henri Méchonic. Henri Méchonic est un immense poète, mais pas seulement, il est linguiste, un très grand linguiste, il a été 30 ans professeur au Collège de France, et il écrit une poésie particulièrement profonde, parce que particulièrement simple. Tous les mots sont des mots de langage courant, mais les idées véhiculées sont d'une très grande profondeur et à la fois d'une immédiateté complète qui fait que cette poésie-là parle aux enfants de 6-7 ans, parle aussi aux adolescents, parle aux adultes et parle aux plus aînés parce que porteur de réflexion sur vraiment les fondamentaux de la vie. Voilà, maintenant c'est terminé. Donc, nous allons entendre 3 extraits de ce cycle interprétés par les enfants et Claire, parmi le chœur, va vous dire les poèmes avant que nous les chantions. Merci beaucoup de votre attention. On s'était mis aussi haut qu'un oiseau. Il venait nous voir. Je ne dis pas ce qu'il nous a dit. Ces choses restent entre nous. C'est les nouvelles du jour. Elles ne sont pas dans les journaux.
voir, je ne dis pas ce qui nous arrive, voir, je ne dis pas ce qui nous arrive, voir, je ne dis pas ce qui nous arrive. C'est je te restant, c'est je te restant, c'est je te restant, c'est je te restant. Les nouvelles du jour, elles ne sont pas dans les jours. Les nouvelles du jour, elles ne sont pas dans les jours. C'est aimé aussi, aucun oiseau, c'est aucun oiseau. Plus je change, moins je sais. J'ai un visage ciel bleu, une langue oiseau, des jambes à traverser la mer, une tête à se prendre dans un buisson et à n'y voir que du feu, en attendant que les bras tiennent la promesse des yeux. Plus je change, moins je sais. Plus je change, moins je sais. Plus je change, moins je sais. J'ai un visage ciel bleu. J'ai un visage ciel bleu. Une langue oiseau. Ciel bleu, une langue oiseau. Plus je change, moins je sais. 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 Des jambes à traverser la mer. Plus je change, moins je sais. Plus je change, moins je sais. Des jambes à traverser la mer. Plus je change, moins je sais. Plus je change, moins je sais. Une tête à se prendre, une tête à se prendre dans un buisson. Et à n'y voir que du feu, que du feu, à n'y voir que du feu, du feu, à n'y voir que du feu, du feu. Un chemin sort de mes pieds. J'avance. Je vais sur le plus inconnu des chemins. Celui qui sort de moi. Un chemin sort, un chemin sort de mes pieds. Un chemin sort, un chemin sort de mes pieds. Chemin sort de mes pieds, j'avance. Un chemin sort de mes pieds. Un chemin sort de mes pieds, j'avance. Un chemin sort de mes pieds. Je vais sur le plus inconnu des chemins. Un chemin sort, un chemin sort de mes pieds. Chemin sort de mes pieds, j'avance. Un chemin sort de mes pieds. Un chemin sort de mes pieds, j'avance. Un chemin sort de mes pieds. Je vais sur le plus inconnu des chemins.
Merci vraiment les très jolies interprétations du chœur ici, là-bas, Emmanuel Collet. Merci beaucoup à tous. Nous allons maintenant passer au moment très attendu de cette cérémonie des prix de l'Académie de Saintonge, puisqu'il salué par votre académie, parce que finalement, en 2007, vous avez publié des travaux fondamentaux sur des méthodes de diagnostic très précoces de la maladie d'Alzheimer, à tel point que maintenant la grille de caractères utilisée pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer de manière précoce, c'est une grille qui est la grille du bois. Et cette découverte a été publiée dans un journal très très important dans le monde de la recherche, qui s'appelle The Lancet, et ça a été repris par des journaux en France de vulgarisation et d'information comme Le Monde ou Le Figaro. Donc, pour nous, et pour moi tout particulièrement, c'est vraiment un grand honneur de vous remettre ce grand prix de l'Académie de Saintonge. Voilà. Merci beaucoup. Et Merci beaucoup. je voulais rajouter que, comme l'a signalé notre directrice tout à l'heure, c'est doublement pour moi un honneur et un plaisir, parce que c'est aussi une manière de saluer le monde scientifique, ce qui avait été fait à mon égard il y a déjà quelques années, de nouveau par l'Académie, donc qui s'oriente et qui ouvre ses portes, non pas seulement aux arts et lettres, mais aussi un peu à la science. Eh bien, merci beaucoup. Ce grand prix de l'Académie de Saintonge, et vraiment sachez que je suis extrêmement touché de cela. Je comprends qu'à travers ce prix, ce que vous remerciez, ce que vous récompensez, c'est, je dirais, l'enfant du pays, puisque comme ça a été rappelé, vous connaissez l'attachement de notre famille pour la Saintonge, mais je crois que derrière cela, il y a aussi une récompense qui va, je dirais, aux chercheurs, et j'y suis très sensible que cette académie décide maintenant d'honorer la recherche, et à travers moi, je dirais les recherches, aussi bien celles d'un paléontologue émérite qui fait des travaux tout à fait remarquables, et ça sera, je crois, précisé tout à l'heure, sur la découverte d'insectes fossiles, et qui a, je crois, révolutionné un peu et pour moi, je pense que la recherche sur le cerveau est un des grands enjeux scientifiques du XXIe siècle, car le cerveau, c'est quand même une structure, il faut le savoir, extrêmement mystérieuse, qui reste encore une énigme. Pour la recherche, c'est une des dernières énigmes. Il y a, si vous voulez, l'espace, et puis il y a le cerveau. C'est les deux grandes énigmes, avec peut-être le passé aussi. Mais je pense que le cerveau est une énigme tout à fait fondamentale, parce que quand on regarde le cerveau à l'extérieur, finalement, le cerveau, qu'est-ce que c'est? C'est très peu de choses. C'est une masse un peu flasque, qui pèse 1 kg, 1,2 kg pour certains. Et c'est constitué, il faut le savoir, de 80% d'eau. C'est une grosse méduse qui tient dans la main. Vous voyez, c'est ça le cerveau. C'est ça l'aspect extérieur, d'établir jusqu'à 100 000 connexions avec les neurones voisins. Donc ça vous donne une idée de l'enchevêtrement de ce réseau extrêmement complexe, très mystérieux, et c'est cela l'enjeu, c'est ça l'énigme, c'est d'arriver à comprendre cet enchevêtrement qui va nous permettre de réaliser des fonctions absolument extraordinaires, qui sont par exemple d'agir, qui sont de percevoir, qui sont de reconnaître, qui sont de comprendre, etc. Et donc c'est ça qui est tout à fait mystérieux, et je dirais que la recherche que nous faisons, avec d'autres bien sûr, c'est d'essayer de comprendre comment ce système dégénère, parce qu'il est extrêmement complexe et donc très fragile, et il va dégénérer à cause de son extrême fragilité. Et je pars du principe que la connaissance du dysfonctionné, peut-être 2 ou 3 nouvelles qui peuvent vous intéresser concernant cette maladie. Alors je dirais qu'il y en a une bonne et une mauvaise. On va commencer par la mauvaise, on terminera par la bonne. La mauvaise nouvelle, et j'en suis désolé, mais ce sont des travaux que nous avons réalisés, qui montrent qu'à 47 ans, la moitié des sujets normaux, des sujets sains comme vous et moi ici, la moitié d'entre nous avons déjà les lésions de la maladie d'Alzheimer. C'est la très mauvaise nouvelle. Je vois Didier qui regarde derrière lui pour savoir qui cela peut être. Et mon cher Didier, peut-être toi, et peut-être moi. Donc nous savons cela. C'est une bien mauvaise nouvelle. Ça ne veut pas dire, et attention, et c'est ça qui est un enjeu très intéressant, des lésions qui vont évoluer vers la maladie.
petite parenthèse, là je suis en train de faire la conférence, ça c'est pas ce que vous voulez entendre, mais petite parenthèse, on a aujourd'hui des moyens même d'identifier parmi nous ceux qui ont les lésions, car on peut injecter des produits qui se fixent spécifiquement sur les lésions cérébrales. Donc aujourd'hui, on peut connaître les porteurs sains de la maladie, c'est affreux. C'est la mauvaise nouvelle, c'est la mauvaise nouvelle. Alors maintenant, la bonne nouvelle, eh bien, c'est que nous avons montré que finalement, se plaindre de sa mémoire, et je pense qu'ici, un certain nombre d'entre vous, et moi le premier, et d'ailleurs mon père ce matin pourrait vous dire, alors que nous étions déjà sur la route de Saintes, nous sommes revenus à Saujon, parce que j'avais oublié mes lunettes. Eh bien, tous ceux qui se plaignent de leur mémoire, rassurez-vous, la plainte de mémoire est un phénomène normal, il est donc normal, c'est la majorité, c'est la norme, il est donc normal de se plaindre de sa mémoire, que ceux qui ne se plaignent pas de la mémoire soient inquiets, car ça n'est pas normal. Donc, la plainte de mémoire est un phénomène banal, et qui n'a rien à voir avec des maladies de la mémoire. Car un très faible pourcentage de ces gens, 5% après 65 ans, ont une maladie de la mémoire. Donc ça n'a rien à voir. Le fait de se plaindre de sa mémoire, c'est un phénomène banal qui est simplement lié à des troubles de l'attention, pas de l'attention ici, mais de l'attention, la concentration, car l'attention est effectivement quelque chose qui se diminue un peu avec l'âge. Ça fatigue le cerveau de faire attention à l'endroit où on met ses lunettes, à l'endroit où on pose son journal, etc. Et c'est la raison pour laquelle on passe notre temps tous les jours à chercher ses lunettes, à chercher son journal. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Dubois. On a retenu la mauvaise nouvelle. Ceux qui ont déjà oublié la bonne nouvelle, nous la redemanderons. Alors, nous allons maintenant décerner le prix Chapsal. Le prix Chapsal, c'est Violaine Massenet qui va le décerner. Violaine qui va nous rejoindre. Voilà. Le prix Chapsal a été décerné, Violaine va nous l'expliquer, à l'écrivain et acteur Bernard Giraudot, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, et c'est Bernard Meunier, qui le connaît bien, qui lui remettra son prix de la part de l'Académie. Violaine, le prix est là, voilà. Plus exactement, la directrice m'a désigné pour être la doublure lumière de Bernard. Exactement. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent au moins de visage Bernard Giraudot. Bernard Giraudot est natif de La Rochelle, c'est un petit-fils de capornier, et il s'est engagé à 15 ans dans la marine. Il est entré à 23 ans au conservatoire, dont il est sorti avec le premier prix de comédie. Alors, vous connaissez beaucoup de ses films, il a tourné dans des films à succès, dont Rue Barbare. Plus récemment, il a tourné dans un très beau film qui s'appelle Les Marins perdus, d'après le roman de Jean-Claude Izzo. Il a réalisé aussi, entre autres, un très très beau film historique tourné au Sénégal, Les Caprices d'un fleuve. Alors hélas, la maladie qui l'a obligé à ralentir son rythme de comédien et de cinéaste lui a permis, paradoxalement, c'est aussi les bonnes et les mauvaises nouvelles, tout se mélange, d'approfondir son univers le plus secret et d'arpenter, un petit peu comme un clochard céleste, selon l'expression de l'un de ses modèles, Jacques Kerouac, les chemins de l'écriture, qui sont, comme vous le savez, des chemins peut-être beaucoup plus dérobés. Alors, il était déjà l'auteur de recueils de nouvelles, et il a publié en moins d'un an une bande dessinée très intéressante, R97, illustrée par Christian Caillot, et un roman qui a obtenu à la fois un grand succès critique et un succès public, ce qui est rare, Les Dames de Nage. Alors ce roman est entre récits et poèmes. C'est un texte d'une très grande richesse sensuelle et lyrique, qui évoque irrésistiblement le charme troublant des poupées russes. Le talent de l'écrivain est ici à la hauteur de son exigence. Il désire affronter grâce au langage les terres mystérieuses de la peur et de l'imaginaire. Dans ce vagabondage inspiré, cette véritable invitation au voyage, toutes sortes de voyages, il faut dire, il se mesure aux lointains les plus intimes comme les plus distants. Il navigue de l'Afrique à l'Amérique du Sud, entre pertes et retrouvailles, initiation et désenchantement. Il est, au fond, cet homme perdu, qui éprouve jusqu'au vertige le tremblement sous les étoiles.
N'est-ce pas un peu le même sentiment d'émerveillement et de crainte mêlée qu'il ressentait enfant lorsqu'il tentait de déchiffrer les paroles étranges des adultes? Car l'écrivain ne veut rien délaisser. Il désire retenir les instants sans les figer, afin de les transformer en parcelles d'éternité. Sa voix profonde résonne juste et nous rappelle qu'il ne faut pas trop chercher à comprendre, que l'important est peut-être d'accepter, de perdre connaissance, de s'évanouir au monde pour quitter et pour mieux se retrouver en lui et au-delà, et pour quitter peut-être ce qu'il y a de plus superficiel. Écrit face à l'infini de la mer, là je cite ces phrases, l'infini de la mer, la vraie, et l'indéfini du ciel, les dames de nage sont une offrande. L'offrande d'un voyageur devenu le veilleur d'un territoire qui est à la portée de chacun, où passé et présent se confondent dans une même trame, un même tissu de songes et de silence. J'ai eu le privilège un peu mélancolique d'avoir à 2 reprises la voix de Bernard Giraudot sur mon portable, sur le petit répondeur de mon portable. À chaque fois, je me précipitais et il venait juste de terminer de me laisser un message. Il m'en a laissé 2. Le premier où il me disait qu'il ferait son possible pour être parmi nous aujourd'hui, mais qu'il ne savait pas s'il pourrait faire ce geste et ce trajet. Et le deuxième pour m'expliquer qu'il était en pleine chimiothérapie, que donc il serait avec nous par la pensée, par l'émotion, par le cœur, et qu'il était extrêmement touché de l'attention que nous lui prodiguions, qu'il était vraiment heureux. Et j'ai trouvé ça très intéressant en même temps d'écouter cette voix, et parce qu'un écrivain c'est une voix, hein, là on rejoint à la fois la musique, le chant, la voix de l'enfance, et la voix de l'écriture, et de la ramener un peu parmi vous, et d'être porteuse de voix à mon tour. Voilà. Donc je donne en mon nom, au nom de l'Académie, au nom de tous ceux qui l'aiment, ce prix. Lorsque je dirigeais la Maison de la Culture de La Rochelle pendant les 8 années, nous sommes vus très souvent, nous avons travaillé ensemble. Je l'avais invité en compagnie d'Ami Dupéret à venir résider pendant plusieurs semaines pour monter une charmante comédie qu'ils ont jouée tous les deux qui s'appelait Attention fragile. C'était en 1978. Ensuite, à l'occasion d'une grande fête sur le port, alors il continue de venir très très souvent à La Rochelle, à laquelle il est très très attaché, il n'y a qu'à lire ses livres. Il parle tout le temps de La Rochelle, de la Palisse, il donne des détails souvent savoureux d'ailleurs, hein, sur sa vie de marin à la Palisse. Et alors, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, je sais pas. Mais il dit, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de prendre la tour de la Chaîne par la face nord. Alors, c'est ce qu'il a fait devant un public absolument ravi. Il est monté sur la tour Saint-Nicolas par la face nord. Puis, le dernier souvenir de comédien que j'ai de lui, qui est beaucoup plus récent, c'était il y a 3 ans, lorsqu'il a joué et mis en scène merveilleusement Richard III. Et il a fait un personnage tout à fait déchirant de ce roi maudit. Et on ne pouvait pas s'empêcher, il souffrait à ce moment-là, on ne pouvait pas s'empêcher de penser à ce qu'il a mis de combativité pour jouer ce rôle. D'ailleurs, il devait faire une grande tournée, et puis finalement, après les représentations de la coursive, il s'est arrêté. Donc, bien entendu, je vais lui transmettre cette médaille et ce diplôme, et de votre part à tous, de notre part à tous, je lui dirais que nous l'attendons une prochaine fois pour nous visiter simplement à l'occasion d'une remise des prix, et ce sera avec un grand plaisir et un grand honneur. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est maintenant le prix de la Haute-Saintonge, un prix fondé par le journal de la Haute-Saintonge, qui est décerné à Emmanuel Priou pour son activité de producteur de cinéma et télévision. Je me lève parce que c'est moi qui vais lui remettre. Voilà. Alors,
Emmanuel Priou, eh bien, c'est l'un de ces Charentais que le monde nous envie. Dont je vous parlais au début, il a grandi à Rochefort, où sa famille a des racines très anciennes, et compte notamment alors, un capitaine de frégate qui a Benoît Barbotin, qui a inventé la célèbre couronne de Cabestan. Il faudra nous faire un cours là-dessus un jour. Alors, après des études de cinéma, Emmanuel Priou a fait le tour du métier. Il a été assistant, réalisateur, chef monteur, ingénieur du son. Et avant de se lancer, avec 2 amis, dans l'aventure de la production, en créant une société de production qui s'appelle Bonne Pioche. Ils produisent une quinzaine de documentaires par an, je suis dans les chiffres, une quinzaine de documentaires pour la télévision, dont vous avez sans doute vu le Tour de France de 2 papous, qui a été un grand succès de l'hiver dernier. En 2005, la grande aventure, c'est qu'en 2005, cette société Bonne Pioche a failli couler, grâce à une idée formidable à laquelle personne n'a cru. Ça s'appelait La Marche de l'Empereur, réalisée par Luc Jacquet. Quand les banquiers se laissaient convaincre, ce qui est important pour un producteur, les autorités françaises ne voulaient plus le laisser filmer au pôle Sud, et puis vice-versa. Alors pour le jeune producteur qui est Emmanuel Priou, c'était une aventure difficile à vivre, mais comme il n'a pas froid aux yeux, il aurait besoin de pas avoir froid aux yeux pour faire un film sur ce sujet, il s'est investi complètement dans cette histoire. Sa vie n'a pas été de tout repos, mais le résultat était là, il a manqué laisser sa chemise, mais La Marche de l'Empereur a obtenu, vous le savez, un César en France, un Oscar en Amérique, et c'est le plus grand succès, je crois, du cinéma français aux États-Unis. En 2006, dans La peau de Jacques Chirac, réalisé par Caro Zéro et Michel Royer, a décroché encore un César. En 2007, c'est Le Renard et l'Enfant de Luc Jacquet, et qui a totalisé, alors là j'ai un chiffre qui est peut-être dépassé, 2 500 000 entrées. C'est bon, c'est bon. Enfin, le Rochefortais Emmanuel Priou est président d'honneur de Rochefort-sur-Toile. C'est une association de cinéphiles très très active qui a créé, entre autres, le Festival de cinéma des pays du Pacifique Sud. Alors Emmanuel Priou, au nom de l'Académie de Saintonge et au nom de la Haute-Saintonge, du journal de la Haute-Saintonge, je vous remercie. C'est décroché. Merci beaucoup. Comme vous avez eu la gentillesse de le rappeler, c'est vrai que j'ai déjà eu le plaisir et l'honneur de monter sur quelques scènes pour recevoir des prix et des prix assez prestigieux. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, et ce n'est pas une tournure, c'est peut-être moins paillettes, certainement moins glamour que les Oscars à Hollywood, mais c'est pour moi beaucoup plus émouvant. Parce que je connais des gens dans la salle, je connais des gens dans la région. Vous l'avez dit, ma famille est installée dans cette région depuis des générations et des générations. Mon frère, ma sœur, ma mère qui est là, y habite, des cousins, ma famille, pratiquement tout le monde est dans la région. Moi, je vis aujourd'hui à Paris avec mes enfants et mon épouse. Et je vous avoue que c'est très intime ici que de recevoir ce prix de vos mains. Et je sais que vous êtes aussi également une réalisatrice tout à fait... émérite. On en parlait tout à l'heure lorsqu'on s'est rencontrés, notamment de la collection du siècle d'écrivains. Vous avez œuvré beaucoup dans cette collection. Donc ça, c'est le premier point. C'est tout à fait émouvant de recevoir ce prix ici, parmi vous. Le deuxième point, c'est la Charente-Maritime, la Saintonge. J'ai eu la chance de beaucoup voyager. Je continue de le faire régulièrement et je dois vous avouer qu'un des endroits, un des petits coins secrets dans lesquels nous aimons bien nous retrouver en famille, c'est l'île d'Aix, par exemple, Rochefort bien sûr, où ma famille est, mais l'île d'Aix est un havre pour nous de paix, de tranquillité, de beauté, et qui vaut bien des endroits de la planète. Et puis dernier mot, pour vous dire que j'ai la chance de faire un métier absolument merveilleux, difficile, vous l'avez rappelé, tendu parfois, qui provoque quelques soucis, quelques cheveux blancs, mais aussi à l'occasion de la production d'un film, eh bien, on peut rencontrer... un grand neurologue, et puis le film suivant sera sur un paléontologue, et puis sur un groupe de chœurs d'enfants, pourquoi pas. Et ça nous permet à chaque fois, à chaque nouvelle rencontre, de devenir non pas un spécialiste, mais de faire le pont entre le spécialiste et puis le grand public. C'est ce que vous faites aussi dans vos films, et je crois que c'est une chance magnifique de pouvoir rester comme ça en permanence ouvert au monde, ouvert aux autres et ouvert à la culture, à l'art, à la connaissance et puis aussi au divertissement. Deux dernières petites choses. Vous avez parlé des films de cinéma qu'on avait fait. Le prochain va sortir au mois de novembre. Ça s'appelle « J'irai dormir à Hollywood ».
Et c'est le premier film, je crois, de l'histoire du cinéma où l'acteur principal, le réalisateur, le caméraman, le metteur en scène, l'ingénieur du son, enfin bref, toutes les personnes qui font normalement un film, sont réunis en une seule et même personne, puisque le réalisateur s'appelle Antoine de Maximi, s'est filmé avec des caméras fixées sur lui, et il a traversé en solitaire les États-Unis de New York à Los Angeles, avec pour prétexte d'aller dormir chez les uns et les autres, et en réalité c'est évidemment l'occasion de découvrir, de rencontrer une fois encore les gens, et il dresse un portrait de l'Amérique d'aujourd'hui tout à fait émouvant, drôle et effrayant parfois, d'une Amérique plutôt middle class ou pauvre, et qui est une Amérique qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Voilà, c'est notre prochain film. C'est un tout petit film, pas comparé à certains autres que nous avons pu produire, mais c'est pour nous une passion qui continue au-delà des budgets des films, au-delà de l'ampleur du projet. Je vous remercie beaucoup, et puis je voudrais dédier cette médaille à ma famille et à mon père qui repose en Charente-Maritime. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je le garde une minute parce que le prochain prix, qui est le prix Jean de la Tour de Jet, qui est offert par Patrice Roquefeuille. Est-ce que Patrice Roquefeuille est parmi nous? Il n'est pas là. Et je pense qu'il va aller droit au cœur au producteur de La Marche de l'Empereur, puisqu'il est offert, il est décerné, attribué à l'association Garde Chauvin. Et je vais appeler Marc Fardet pour nous en parler. Ils sont formidables. Je pense que vous pouvez peut-être nous rejoindre. Voilà. Comment? Daniel Dieu? Oui, non, il descend. Voilà. Je vous laisse marquer. Voilà. C'est pour dire vive l'empereur. Hein? C'est Marie Empereur. Hein. Allô, c'est un argent empereur. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le vicaire général, chers amis canadiens, mesdames, messieurs, je suis très impressionné. Voilà. Alors, en août 1808, Napoléon et Joséphine sont venus à Rochefort. Les ouvriers militaires de la marine sont là pour l'accueillir. Ce corps d'élite qui existait dès 1793 et venait d'être réorganisé par un décret de janvier 1808 sera présent à Rochefort jusqu'en 1815. 2 siècles après, en ce 5 octobre 2008, nous avons le plaisir de les retrouver revêtus de leurs uniformes chatoyants. À leur tête, Daniel Dieu, dont je vais retracer le parcours. Au sein du comité d'entreprise de la fonderie de Rochefort, où il travaille, il crée d'abord, avec l'aide du directeur et de quelques collègues, une section d'histoire, au sein de laquelle naît l'association Le Garde de Chauvin, 8e bataillon des ouvriers militaires de la marine, dont le but est de faire revivre ces ouvriers qui parcourent l'Europe pour fabriquer des ponts. Par exemple, sur la Bérésina, au moment de la campagne de Russie. C'est eux qui ont fait passer la Grande Armée. Qu'est-ce qu'ils font encore? Ils fabriquent des vaisseaux de guerre dans l'arsenal de Rochefort. Alors, il y a un tas de spécialités, charpentier, menuisier, chordelon, serrurier, poulieur, calfa, forgeron, tonnelier, cloutier, voilier, charron, peintre, sculpteur, etc. Voilà, alors, pour que cette reconstitution donc, soit fidèle et authentique, Daniel Dieu et ses amis ont fait dans les dépôts d'archives des recherches très approfondies sur les uniformes de la coiffure aux guêtres, m'a dit Daniel, et je les ai souvent vus travailler aux archives du port de Rochefort, où ils m'ont fait découvrir ces oubliés de l'histoire. Le Garde de Chauvin participe à tous les événements historiques en France et à l'étranger, le camp de Boulogne, par exemple, l'insurrection du 2 mai 1808 à Madrid, ils y sont allés récemment en Espagne, et ça s'est très bien passé avec leurs amis espagnols.
Eh bien, ou alors le dernier passage de Napoléon à l'Index. Alors là, j'en garde un souvenir extraordinaire. C'était en juillet 1815. On se serait cru vraiment en juillet 1815, avant que Napoléon se rende aux Anglais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Eh bien, les acteurs du Garde Chauvin parlent avec l'argot de l'époque. Ils chantent les chansons à cheval de la garde impériale. Et il s'attribue même le patronyme d'un ouvrier militaire qui a vraiment existé, puisque Daniel a pris le nom d'Auguste Masquelez, qui est un jeune ingénieur des constructions navales. Ils se produisent en uniforme. Partout où ils sont invités, prises d'armes, dépôts de gerbes, ils restaurent même les sépultures et ils font des gardes d'honneur. Alors, je dirais en terminant que Daniel a été président d'une fédération internationale de reconstitution historique du Premier Empire qui regroupe plus de 120 associations de l'Empire napoléonien, enfin de l'Europe napoléonienne. Donc, je suis très heureux de te remettre, Daniel, le prix Jehan de la Tour de Jay. Et je te félicite à nouveau, ainsi que l'association que tu présides, pour ton action culturelle et l'originalité de tes prestations, telles que celles dont tu nous as fait bénéficier ce soir. Présentez vos armes. Mesdames, Messieurs, donner des ordres sur le terrain, aboyer, commander, ça m'est facile. Devant vous, ça n'est pas évident. Alors vous me permettrez de prendre un petit papier et je vais vous en faire lecture. Ça ne durera pas longtemps, mais je pense que ces quelques mots vous expliqueront exactement ce que l'on fait et ce qu'est la reconstitution. Alors, j'irai relativement vite. Voilà. Mesdames, Messieurs de l'Académie de Saintonge, Madame la directrice, c'est un grand honneur que vous me faites en m'invitant dans votre académie et en m'attribuant un prix qui récompense tant d'années de bénévolat au service du patrimoine historique charentais. Je l'accepte volontiers comme une reconnaissance d'un devoir accompli au service de la collectivité, mais je le dédie aussi à mes compagnons de recherche et de reconstitution, ainsi qu'à tous les conservateurs d'archives, authentiques gardiens de notre mémoire collective, dont M. Marc Fardet, à qui je suis reconnaissant d'avoir attiré, sans le savoir, toute son attention alors que je consultais fréquemment ces précieux fonds d'archives, et bien entendu d'être là parmi vous aujourd'hui. Depuis ma plus tendre enfance et après avoir écouté les trop rares et passionnants récits de mon grand-père, j'ai essayé de faire partager à mes proches mon goût de l'histoire. Tout d'abord, par les livres, le dessin et la figurine, puis, il y a 23 ans, par la reconstitution historique, manière plus appropriée et plus vivante d'exprimer mon sentiment sur le sujet. Je crois malgré tout y être parvenu aujourd'hui par le nombre de mes compagnons de route qui pratiquent la même activité, et dont quelques-uns sont autour de moi. Mais l'histoire qui me passionne n'est pas celle des grands hommes, Napoléon, notre patron, y compris. Mais, les bibliothèques regorgent des livres racontant leur vie. Mon histoire, c'est la petite, celle des hommes les plus humbles qu'ont été les soldats de la Révolution et l'Empire, et leurs familles, dont personne n'a retenu le patronyme, sauf nous, grâce bien entendu aux archives. Chaque pierre d'un édifice, le pavé d'une rue, la pièce de bois sur un navire a été façonnée par les mains d'un homme. Ces éléments impris individuellement semblent insignifiants, mais assemblés, ils ont laissé des chefs-d'œuvre, monuments, immeubles, ponts, avenues, vaisseaux. Seuls les noms des architectes, ingénieurs ou les chefs d'État ont été retenus. Qu'en est-il de ces ouvriers et soldats, tantôt guerriers, constructeurs ou marins? Un seul point commun, ils sont restés anonymes. Si le temps atténue la douleur d'antan, l'oubli est la pire des choses. Notre but premier est donc de ressusciter ces hommes par l'étude approfondie des registres, lettres, documents, récits qu'ils ont laissés. Ils rappellent leurs origines régionales, ethniques, familiales, la description des traits de leur visage, leur comportement, tant guerrier qu'en garnison. Parfois leurs pensées intimes écrites maladroitement à la plume. Parfois leurs pensées... nous n'écartons aucune information et tenons compte de tous ces sentiments ressentis, qu'ils soient pour ou contre l'empereur. Une constante cependant, c'est une aversion viscérale de l'ennemi juré, l'anglais.
Et enfin, restituer cette histoire en vrai, sans l'embellir ni la dénigrer, en redonnant vie à nos ancêtres en grandeur nature, sous la forme d'images vivantes, durant les spectacles et reconstitutions historiques dans toute l'Europe. En effet, si elle est de qualité, la reconstitution permet, chose extraordinaire, de ressusciter les morts, leur restituant leur nom, leur visage, leur patois d'origine, voire un surnom oublié, puis enfin une attitude, un costume, bref, une nouvelle vie durant quelques heures. En nous regardant, ne voyez pas des figurants déguisés en tenue folklorique, mais observez attentivement ce qu'étaient autrefois vos aïeux, quand ils étaient encore jeunes au temps de Napoléon, et qui deviendront vos arrière-arrière-grands-pères, qui ont tant souffert, loin de chez eux, ont traversé l'Europe en tous sens, à pied, ont perdu tant de compagnons de misère dus aux combats meurtriers et aux privations, et qui, par je ne sais quel miracle, ont survécu et ont pu écrire, quand ils le pouvaient, ou faire écrire par d'autres ce qu'ils ont vu et ressenti. Ils nous rappellent ceux de 14-18, tous disparus. Leurs noms ne sont pas inscrits sur les monuments dédiés aux morts des autres guerres. Très peu ont été photographiés sous le Second Empire, seules quelques tombes ruinées subsistent ça et là. Et je finirai. Il ne reste plus que nous, et vous-mêmes, immortels académiciens, pour ressusciter par devoir nos illustres inconnus, parce que nous leur devons tout, même ce trait si caractéristique attribué aux Français depuis cette époque, celui d'être un incorrigible grognard, et je rajouterai même, pour faire plaisir à mes camarades, chauvin. Mesdames, Messieurs de l'Académie de Saintonge, Mesdames, Messieurs, merci pour eux. Bon, Monsieur Daniel Dieu, mon voisin Pascal Evin, qui est directeur adjoint de l'Académie, aurait aimé entendre un couplet. Est-ce que c'est possible? Portez, Oh. portez, Beaux-Arts. Il y a un crime. Oui, voilà. Pour ceux qui le savent, venons de saluer l'Empire. Oui, oui. Pas facile. Court, on est avec vous. C'est vous. Sur vos arbres. C'est pour ça. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois, que le despotisme conspire, suivons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rend hommage. Tremblez, tyrans, vous allez expier vos forces. Pour que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. C'était un piège que vous avez très très bien sorti. Bravo. Dans le flanc droit, à droite. En avant, marche, devant. Merci encore. Merci à vous. Voilà. Voilà, merci. Voilà. Votre place est à nos alors que vous étiez trop loin. Voilà. On ne voit pas grand-chose. On envole depuis le jeu. Voilà. Pierre Perronneau, pour ses recherches sur Goulbenèze, recevra le prix de la ville de Saint-Jean-d'Angély par Monsieur le maire, Monsieur Deneuve. À la quête de l'œuvre complète d'Évariste Poitvin, dit Goulbenèze, le plus célèbre des bardes charentais, 1877-1952, bien des chansons et des textes sont parus, en particulier dans le Piron ou dans le Subier. Jusqu'ici, également, 3 livres avaient été publiés. En 1931, œuvre complète, éditeur Savary. En 1971, Goulbenèze de Georges Labaudinière et Alex Henry chez Rupella. En 1994, à la CEFCO,
d'Évariste Poitvin à Goulbenèze de Roger Raphaël Masson. Malgré ses parutions, l'œuvre était loin d'être complète. Charlie Grenon, membre de l'Académie de Saintonge, et mémoire de la SEPCO, Société d'ethnologie et de folklore du Centre-Ouest, s'est passionné avec Pierre Perronneau, petit-fils de Goulbenèze, pour nous livrer le beau livre Goulbenèze, le Charentais par excellence, qui est en bas, je crois, aux éditions du Croix Vif, sorti cette année et réédité déjà, vu le succès. Ce livre a obtenu en 2007 le prix des Mouettes de la Charente-Maritime. Aujourd'hui, ce sont les travaux de recherche de Pierre Perronneau pour s'approprier son grand-père et son œuvre, travaux qui lui ont pris de longues années, de 2002 à 2007, que nous distinguons. D'abord, la recherche généalogique et historique sur la famille Poitvin, textes et photos, parties fouillées et passionnantes. Ensuite, la recherche des textes écrits par le barde, plus de 370 chansons, monologues en français, en patois. Il s'en découvre encore, tout dernièrement. Ensuite, pour accompagner le livre, conférences passionnantes, émissions de radio, interviews et articles dans les journaux. Au total, un vrai travail de fin limier qui a permis d'augmenter nos connaissances sur ce grand barde que nous aimons et amis, mais aussi de faire la promotion de la langue et de notre patrimoine. Je vous remercie, Monsieur Pierre Perronneau, qui est devenu vice-président de la SEPCO il y a très peu de temps. Merci, Madame Fortin. Oui, alors je vais donner ce prix. D'abord, je voudrais vous féliciter parce que Goulbenèze, c'était un homme qui savait communiquer. Et il savait communiquer dans le parler charentais. Je ne sais pas s'il faut dire le patois. Il savait aimer et il savait se faire aimer. Et je pense que c'est très important pour les Saintongeais de savoir qu'on puisse conserver la mémoire de ceux qui ont enthousiasmé toute la Charente à une certaine époque. Et Goulbenèze, Évariste Poitvin, faisait partie de cela. Donc je suis très heureux de remettre à M. Grenon et à M. Poitvin, Perronneau, pardon, ce prix. Et bravo. Saintonge, et que forcément les académiciens ne se donnent pas le prix. Pas encore. Écoutez, oui. Je passe une mise au point quand même, parce que là, un petit lapsus, monsieur le maire. Le prix revient intégralement à Pierre Perronneau pour ses travaux sur la famille de Goulbenèze. C'est la généalogie de Goulbenèze. Évidemment, moi, je n'ai absolument rien fait pour ça. Aussi, je suis un peu honteux et confus, comme le renard de la Mais vous avez bien fait plein de choses avant, alors. Oui. C'est pas un lapsus, madame. Disons que j'ai participé à l'ouvrage pour ce qui concerne la partie Goulbenèze, l'artiste, le personnage, mais la généalogie, les travaux sur la famille qui aujourd'hui sont récompensés par l'Académie de Saintonge, c'est mon ami Pierre Perronneau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Merci Charlie. Je voudrais quand même associer mon ami Charlie, parce que il est trop modeste, et je vous assure, nous avons pris énormément de plaisir à écrire ce livre, non pas à 4 mains, comme on l'a lu dans un journal, mais à 2 mains. Nous sommes droitiers tous les deux. À 2 mains, moi avec mon ordinateur, lui avec sa plume doigt, parce qu'il est allergique à l'informatique. Et nous avons passé, alors, ce qui fait que nous sommes téléphonés très souvent, et nous avons même chanté des chansons de Goulbenèze au téléphone. Nos femmes se demandaient si on n'était pas devenus fous. Bon, mais
Je voudrais également associer Anne-Marie, c'est mon épouse, qui m'a accompagné au cours de toutes ces recherches dans les médiathèques, dans les archives, dans les mairies. Et le plus souvent, c'est d'ailleurs elle qui a trouvé les documents les plus importants. Donc elle a pris une part très active à ces recherches. Je voudrais remercier aussi tous les patoisans qui m'ont soutenu, et notamment actuellement les patoisans de la troupe des Branle-Bijoux. C'est une troupe du côté d'Angoulême, et à chaque fois que je fais une conférence sur mon grand-père, ils sont toujours présents pour venir m'accompagner. Et enfin, je voudrais terminer pour remercier toutes les personnes que nous avons rencontrées au cours de ces recherches et qui nous ont parlé de Goulbonèze ou qui nous ont donné des documents sur lui et qui m'ont fait passer un message qui est le suivant. Elles m'ont dit: Goulbonèze, on le sait, c'est votre grand-père, mais à nous, les Charentais, il nous appartient et c'est le plus bel hommage, je crois, qu'on puisse lui rendre. Merci. Pascal Hédin aurait bien aimé un couplet. Ah, vous nous en avez parlé. Charlie, non? Bon, moi, je veux bien faire un couplet. Je veux bien. Ah oui, alors, j'ai une partenaire dans la salle, je peux la faire venir pour m'accompagner, c'est pas très long. Oui. Tu viens? C'était pas prévu, ça. Ah non? Oui, vous savez, Pascal est imprévisible. C'est très difficile parfois de travailler avec un directeur. On va vous raconter une toute petite histoire, très courte, parce que, alors, justement, c'est une amie patoisante du groupe des Branle-Bijoux. Ça se chante, hein? On va pas chanter. Ah si, on va raconter. Un couplet. Non, on va raconter quelque chose. Voilà, c'est une histoire, simplement parce que Goulbonèze n'est pas qu'un amuseur, c'était aussi un poète, et parfois, tenez, vous pouvez tenir ça, parfois il a raconté des choses un petit peu coquines. Alors là, c'est l'histoire, elle est très courte. D'accord. C'est l'histoire d'une drôlesse, c'est elle la drôlesse qui garde ses vaches, et elle a un galant qui lui tourne autour. Le galant, ce sera moi, si vous voulez bien. Et il voulait bien, j'avais quand même pris mon papier, je me suis dit, on ne sait jamais. Elle avait fixé des limites, elle voulait bien que le galant la bise, mais dès qu'il voulait approcher ses mains un peu trop près, elle lui disait, il s'appelle Félix, le galant. Bise-me tant que tu verras, Félix. Mais pour le reste, jamais tu me souffras. Voilà. Alors lui, il insistait pas, il partait un peu connis, honteux, comme on dit en patois. Et puis un beau jour, il faisait chaud, c'était au temps des fauches. Il était en train, comme on dit, d'aiguiser son dail, d'aiguiser sa faux avant de faucher. Elle gardait ses vaches un petit peu plus loin. Et puis, elle s'approche de lui pour lui demander l'heure. Elle lui demande: As-tu longtemps, Félix, que 3 heures sont soudées? Alors, il regarde le soulail, et puis il dit: oh non, 3 heures, oui, à peu près. Puis, je ne sais pas ce qui lui a pris, la chaleur, sûrement, le sang qui lui monte à la tête. Il se jette sur elle, il veut l'embrasser, mais il veut aller beaucoup plus loin. Elle lui répond: veux-tu touter, grand sort? Tu sais que je ne veux pas. Mais malheureusement, il tombe l'un sur l'autre, qu'est-ce qu'elle ne voulait pas? On est arrivé. Et à la fin, il se relève, il est un peu honteux, il se dit: oh là là, qu'est-ce qu'elle va me passer, qu'est-ce qu'elle va me mettre? Alors elle se relève aussi, elle pâte ses cotillons, elle pâtait en patois charentais, c'est boutonné, elle se rhabille. Elle va chercher sa vache, et puis quand elle a fini d'enlever les enfarges, les entraves de sa vache, eh bien, c'est ça, les 4 derniers vers de Goulbonèze, et qui reflètent parfaitement son humour. Et quand elle sort le vie, avis pour qu'elle se fâche. A pâti ses cotillons, à s'en alla crie sa vache. Quand elle eut fini de désenfarger quel tort, à me déci bounhan. Comme vous fais-tu encore? Voilà.
Je vous remercie beaucoup de cette improvisation. À l'Académie,